Oui, donc Singapour, où j'arrive à la fin du mois de mai 1967, après 6 semaines de périple, enfin d'itinéraire entre Québec et Singapour, est une ville qui, à l'époque, était encore une ville du tiers-monde. En ce sens que ce n'était pas du tout ce que Singapour est devenu, c'est-à-dire une des villes les plus modernes, les plus riches, plus prospères du monde. Un État aussi. À l'époque, Singapour venait d'avoir son indépendance, 2 ans avant. République urbaine, la cité-État de Singapour avait 2 ans d'histoire. Et les conditions économiques étaient bon, pas vraiment précaires, mais enfin, étaient limites, si je puis dire. Il y avait encore de la pauvreté, il n'y avait plus vraiment de bidonville, mais il y avait encore des traces de cela. Et mais c'était l'Asie. C'était vraiment au cœur de l'Asie. C'était à la fois chinois, malais, indien. Alors, le cosmopolitisme de Singapour est bien sûr la première chose qui m'a frappé. Bon, et ça, c'est quelque chose à laquelle on est toujours sensible lorsqu'on voyage. On arrive quelquefois dans des lieux très homogènes, une ville allemande ou autrichienne dans les années 60, c'était allemand, puis c'était autrichien. Voilà, plaf. Euh, Même à la limite les villes françaises, hein, même Paris. Et là, j'étais vraiment dans une ville cosmopolite où on parlait plusieurs langues, où les affiches publiques étaient en 4 langues, français, qu'est-ce que c'est, anglais, chinois, tamoul et, et malais. Bon, bref, le choc culturel a été conséquent, mais heureusement, bon, j'avais quand même assez voyagé, puis j'étais un peu préparé parce que j'avais lu, bien sûr, sur Singapour. Mais en tout cas, ça aussi, c'est important, découverte, flac. Puis là, il faut que je lise là-dessus. Oh, l'importance de l'occupation japonaise, j'avais jamais vraiment compris à quel point ça avait marqué Singapour. Puis bien sûr, les relations entre Malais et Chinois un peu tendues, ça je le savais, parce que dans tous les romans que j'avais lus, ça faisait partie des thèmes, sinon des clichés. Euh, et puis, bien sûr, l'importance des activités portuaires. Singapour était déjà un grand port. C'est devenu le plus grand port du monde, le plus actif aujourd'hui. C'était déjà un des plus importants, mais maintenant, c'est Rotterdam, Anvers, New York, Yokohama, tout ça, ça ne fait pas le poids. Du point de vue du volume, de l'activité, de l'efficacité, etc. Bon, je parle de ça parce que ça va faire partie, en quelque sorte, de mes objets d'étude. Cette évolution de Singapour, au moment où j'y suis arrivé pour faire une modeste thèse sur un sujet modeste, sa banlieue maraîchère. En réalité, quand je suis arrivé à Singapour, je devais faire le projet que j'avais soumis, pour lequel j'avais une bourse, ça devait être porté sur les travailleurs de plantation dans le sud de la Malaisie, dans l'État de Johor. Vous savez, l'agriculture de plantation, notamment la culture de l'EVA, et ce qui débutait, qui était en train de devenir important aussi, le palmier à huile, qui maintenant domine largement les paysages de plantation dans le sud-est asiatique. C'était un sujet, à l'époque, qui n'avait pas vraiment été traité et que, justement, était peut-être un peu trop, bon, regardez, c'est peut-être un grand mot, mais inapproprié parce que vivant à Singapour, étant inscrit à l'Université de Singapour et devant faire mon terrain en Malaisie, à une époque où les deux pays avaient des relations un petit peu tendues, parce que bon, la séparation de Singapour avec la fédération, la grande fédération de Malaysia qui avait été formée en 63, Singapour avait dû s'en retirer en 65, je n'en aurai pas dans les explications, ça avait créé certaines tensions. Pas des tensions guerrières, bien sûr, mais on se faisait des chichis. Alors, le permis pour circuler, traverser régulièrement, on m'a dit ça va être la croix et la bannière. Enfin, moi, j'ai laissé tomber l'idée et je me suis laissé convaincre par les profs locaux de faire ma recherche. On savait déjà que ce qui m'intéressait, c'est ce que j'appelle en tout cas la géographie agraire ou la géographie agricole, rurale. Moi, j'aime mieux employer le mot agraire. Et qu'il y avait quand même un sujet à Singapour. Il y avait une importante banlieue maraîchère qui produisait à peu près 50 de tous les fruits et légumes consommés dans l'île, par les quelques 3 millions d'habitants, que ça produisait la moitié de la viande de porc, qui est quand même la viande que les Chinois consomment,
la quasi-totalité de la volaille consommée et des œufs, etc. Bon. Alors, et ça couvrait à peu près 20 de la superficie de l'île, qui était de l'ordre de 650 km² à l'époque. Je dis à l'époque parce que c'est une caractéristique de Singapour, c'est que ça n'a pas cessé de s'étendre par remblaiement. On conquiert des terres sur la mer, non pas par polynérisation, mais par remblaiement. Donc, Singapour, je m'installe, j'ai un cursus à la britannique, très peu de cours à suivre, comme dans les universités anglaises, un directeur de thèse, un tuteur en quelque sorte, et des profs que j'ai beaucoup consultés, plusieurs profs, y compris en sociologie. Parce que je m'intéresse donc de plus en plus à la banlieue maraîchère et je choisis de faire la thèse de ma recherche sur la communauté chinoise. La majorité des agriculteurs étaient chinois et ils étaient des maraîchers ou des éleveurs et généralement ils associaient les deux. Sur de très petites superficies, c'est des propriétés de demi-hectare, hein, mais avec des rendements comme on ne peut pas imaginer dans nos pays. Singapour, c'est tropical, pluvieux, c'est chaud et humide 12 mois par année. Il tombe 2,5 mètres d'eau par année. Je signale qu'à Montréal, c'est 1 mètre. Ça veut donner une idée de ce qu'il y a comme flotte. Et donc, saison végétative, 365 jours par année, on peut cultiver des choux 10 à 12 récoltes par année. Et bien des légumes ont à peu près le même rendement, 8, 9, 10 récoltes. Association entre élevage et culture. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais là, je redécouvre la littérature chinoise et notamment les travaux de Gourou sur l'agriculture asiatique, sur l'intensité du travail, l'importance du travail dans l'agriculture, sur l'importance des rendements, sur l'explication des rendements pour expliquer les densités ou l'inverse. On a des forts rendements parce qu'on a une forte population. On a une forte population parce qu'on est capable de produire beaucoup de bouffe à l'hectare. Je n'en parle pas de bouffe, de nourriture. En tout cas, donc moi, je fais ma recherche auprès de la communauté chinoise. Je m'essaie à l'étude du chinois. Ça se révèle être un objectif inatteignable à bref échéance. C'est 1 an ou 2 pour le faire sérieusement. Puis de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose parce que la majorité des paysans chinois de Singapour ne parlent pas le mandarin, ne parlent pas la langue chinoise, ils parlent un dialecte chinois à l'époque. Ce qui veut dire qu'il faut apprendre le Hokkien, le Teochew, le Hakka, le cantonais et tout le bazar. J'ai appris des termes dans toutes ces langues-là pour pouvoir dire bonjour puis connaître les termes essentiels pour les produits essentiels. Mais bon, au plan linguistique, j'ai peu acquis à ce moment-là. Autre bon rudiment de malais que j'ai perfectionné plus tard en indonésien. Bon, OK. Ces 3 années que j'ai passées là, voilà aussi, ça a été, je dirais, à la même intensité que ce qui avait précédé à Bordeaux. Puis en Afrique, c'est apprentissage 24 heures par jour, 365 jours par année, parce qu'on découvre tout le temps. Singapour était déjà un carrefour, bien sûr, donc il y a beaucoup de gens qui entrent, qui sortent. L'Université de Singapour était déjà un lieu de congrégation des universitaires de travers le monde. Il y a beaucoup de géographes qui passaient à Singapour. Et il se trouve que comme je travaillais sur l'île de Singapour, j'étais un des rares, il y a peu de doctorants à cette époque-là dans le département de géographie. Le directeur du département, à chaque fois qu'il y avait un ponte britannique ou américain, ou même français, je ne les nommerai pas parce qu'ils n'étaient pas tous, comme ça souvent les pontes, ils n'étaient pas très agréables. Il me disait, Rudolph, I need you, you're going to take so-and-so on tour. Alors j'ai baladé des grands noms de la géographie à travers l'île de Singapour. Il voulait tout voir une journée ou deux. Je ne pouvais pas faire ça avec ma moto parce que je m'étais aussi, là, comme en Afrique, acheté une moto très vite, très tôt après mon arrivée. J'empruntais une voiture de jeunes profs parce qu'il y avait plusieurs jeunes profs. Moi, j'avais donc 24 ans, puis il y avait des profs de 27, 28, 29, 30 ans qui étaient des graduates, des diplômés d'universités américaines ou britanniques ou australiennes, ce qu'on appelle des expatriés, qui étaient souvent, comme moi, ils venaient d'arriver ou qui étaient là depuis 1 an ou 2. Puis, autant je me suis fait des amis parmi les étudiants, beaucoup ceux qui m'aidaient pour mes enquêtes, parce que j'avais besoin de copains chinois comme interprète pour interviewer des Hakka, des Hokkien, des Teochew, etc., dans les banlieues. J'avais aussi de l'aide de la part de professeurs, y compris des professeurs locaux, enfin asiatiques, chinois surtout, ou indiens en fait, puis bon, plusieurs occidentaux. J'empruntais des bagnoles, littéralement. Quand j'avais une visite, j'allais voir un tel, est-ce que je peux emprunter ta Volkswagen, est-ce que je peux emprunter ta
à Panhard, il y avait un gars qui avait une vieille Panhard, et j'ai les baladais. Ça m'a fait connaître le monde universitaire, d'une certaine façon originale, si je puis dire. Mais bien sûr, mon objet d'étude. J'ai fait des enquêtes, littéralement, de type à la fois géographique et, encore une fois, je n'appellerais peut-être pas anthropologique, mais sociologique, dans la mesure où j'ai d'abord fait des enquêtes à très grosse échelle, puis après ça, j'ai fait une enquête auprès de 207 familles, où je suis allé voir chacune 2 ou 3 fois, sur l'histoire de la famille. Ils ont tous des histoires fabuleuses. C'était des gens qui étaient, au moins la moitié de mes répondants étaient nés en Chine. Pour donner une idée. C'était souvent des gens âgés, dans la soixantaine, soixante-dizaine. C'est des gens qui avaient immigré à Singapour, donc, au début du siècle. D'autres étaient des très jeunes, des Singapouriens pure laine, quoi. Et ça aussi, ça m'a ouvert à l'idée des migrations, les flux, les échanges, la mobilité des populations asiatiques. Ce qui m'a fait lire un peu sur le sujet, bien sûr. Mais surtout, je m'intéressais à l'économie agricole, enfin, comment les gens s'en sortaient. Puis l'histoire est assez compliquée à Singapour parce qu'il y a eu des déplacements de population, étant donné le désir de modernisation, si je puis dire, de réaménagement permanent du territoire à Singapour. Mais en tout cas, et ensuite, après ça, j'ai fait un échange, après avoir fait mes 207 enquêtes qui m'ont servi de fondement à ma thèse, à mon analyse, je suis allé faire ce qu'on appelle des case studies, des études de cas auprès d'une douzaine de ces familles-là, auprès desquelles je suis retourné X fois. Je ne séjournais jamais. Il n'était pas question c'était donc pas vraiment d'anthropologie. Je n'ai pas séjourné Je retournais en ville sur ma moto tous les soirs. Mais j'ai donc créé des liens avec des familles et ça me donnait une perspective. Vous devinez, ce que j'ai fait, c'est après avoir analysé mes résultats sur des données, disons, de type sociologique, la famille, l'histoire, etc. Puis ensuite, carrément sur l'entreprise ou l'exploitation, plus exactement. Puis sur le commerce, et ça m'avait amené à suivre de nuit les transports de production, puis d'avoir des petites aventures, pas m'être fait attraper, je ne m'en étais pas rendu compte, mais avoir pris en photo une opération d'échange vraisemblablement de drogue dans un marché pendant la nuit, ce qui m'a valu d'être suivi, puis de me faire piquer ma caméra sans trop comprendre pourquoi. Puis finalement, j'ai compris ce qui s'était passé, que je l'avais échappé belle. J'avais pris quelque chose que je ne devais pas prendre. Parce que Singapour est encore, c'est pas encore ce que c'est devenu, une cité hyper policée, très, très disciplinée, où il y a très peu de crimes, où s'il y en a, ils sont très, très, sinon camouflés, éteints. Bon. Et donc, là aussi, des relations humaines multiples, chaleureuses dans mes cas. Je suis devenu ami avec des gens dont je ne parlais pas la langue et qui ne parlaient pas la mienne, mais bon, on s'entendait par personne interposée. D'ailleurs, un des principaux copains, des interprètes, il y a 5-6 étudiants qui m'ont aidé. Il y avait même 2 secrétaires du département de géographie qui venaient des fois avec moi. Le directeur les autorisait parce qu'elle parlait bien le dialecte de tel coin de Singapour. Ils sont restés des amis. Il y en a un, entre autres, celui qui était mon meilleur interprète. Il était vraiment bon. Il connaissait presque tous les dialectes. En plus de connaître le mandarin, il était, comme on disait à l'époque, Chinese educated. À l'époque, il y avait une partie des Singapouriens qui a fait leurs écoles en anglais, leur formation en anglais, d'autres en chinois. Et voilà, je suis encore un copain. Il m'a même aidé il n'y a pas longtemps parce que je suis retourné faire des bouquins sur Singapour au cours des dernières décennies, mais ça, c'est autre chose. Bon. Et alors, ces 2 années-là, disons que méthode d'enquête. Là, j'ai appris à faire des enquêtes, faire des échantillons, plus ou moins échantillons, et à analyser des données statistiques, puis des données de caractère sociologique, si je puis dire. Grâce, entre autres, à des profs de sociologie et un prof d'anthropologie que je consultais systématiquement. Parce que, bon, je pense que j'ai jamais eu peur d'aller voir les gens, leur demander, écoutez, moi, je suis en train de faire telle ou démarche, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Et il y a eu un prof de sociologie qui était un diplômé de Cornell, je me rappelle, Peter Weldon, qui était un spécialiste des méthodes d'enquête, qui m'a beaucoup aidé, à un point tel que ça m'a été utile, pas tellement directement dans mon enseignement, mais dans mes recherches par la suite, parce que j'ai souvent formé des équipes de jeunes en Malaisie et en Indonésie, plus tard, je ne vais pas empiéter là-dessus. Donc, très formateur. Je commence à me poser des questions un peu plus profondes sur
ce qui m'avait toujours préoccupé, je ne l'ai pas mentionné, je pense, en Afrique, ce qui m'avait frappé, bien sûr, parmi bien d'autres choses, c'est pas tellement les paysages puis la faune, c'était les populations, puis la pauvreté. La pauvreté des populations paysannes de la région d'Ouganda dans laquelle j'étais. Fort-Portal, c'était un peu une jolie petite ville de service, avec un beau marché très coloré, quelques banques, et donc des agriculteurs dans la région et des écoles. Hein. Bon. Et bon, bien sûr, j'avais tous les circuits que j'ai faits, j'ai vu de l'agriculture, puis une agriculture florissante sur un certain point, notamment des cultures de thé, de café, etc. Mais aussi beaucoup de pauvreté. Et ça, ce constat assez banal, comment se fait-il que des gens qui produisent de la nourriture comme métier ne mangent pas à leur faim, sont pauvres? Hein? C'est une des grandes questions qu'on peut se poser encore aujourd'hui. Bon. Et d'ailleurs, je continue à me la poser, puis c'est un des domaines dans lesquels je me suis activé au cours des dernières décennies. C'est-à-dire les enjeux agraires associés notamment aux inégalités phénoménales à l'échelle planétaire. Et donc, à Singapour, là, j'étais en face d'un bel échantillon, d'un bel éventail, je devrais dire, de destins agricoles. Des maraîchers, des éleveurs qui réussissaient, qui de toute évidence avaient des sous, sans être opulents, là, ou plutocrates, mais qui avaient un peu de machinerie, qui étaient capables d'employer un ou deux voisins pour faire des récoltes, et d'autres qui, bon, s'en tiraient à peine. Alors pourquoi? Pourquoi les inégalités? Quelle est la genèse des disparités au sein de communautés agricoles? Ça a été quelque chose sur lequel je me suis mis à lire. La géographie, sur ce plan-là, m'a pas tellement aidé, hein, c'est plus l'économie politique. Alors, je me suis mis à lire l'économie politique, j'ai bien sûr Marx, et des auteurs qui avaient travaillé sur la Chine, dont Buchanan, Keith Buchanan, et d'autres dont les noms m'échappent, là. Mais donc, à ce moment-là, là, ce que je pourrais appeler l'enjeu agraire, ou l'enjeu social agraire, est devenu ma principale préoccupation. Bien sûr, pendant ce séjour de 3 ans, en fait, au bout d'1 an, je suis rentré rapidement au Québec pour épouser la jeune fille que j'avais connue pendant mes études de maîtrise. Elle est revenue avec moi. Elle a continué ses études. Elle était plus jeune que moi. Elle a fait sa maîtrise à Singapour pendant que je continuais mon doctorat. Alors, ensemble, puis l'année d'avant, quand j'étais seul, on a beaucoup voyagé dans la région. Même chose, chaque occasion, chaque période entre les trimestres, Noël, jour de l'an, Pâques, parce que même à Singapour, c'était pas juste, non, Pâques, c'était pas Pâques, mais Noël, il y en avait. On partait, 1 semaine vers la Thaïlande, 3 semaines vers l'Indonésie, Cambodge, etc. Ça aussi, ça a été très formateur. Puis, bon, là, je me suis dit, ben, l'Asie du Sud-Est, c'est extraordinaire au plan diversité culturelle, au plan fécondité culturelle, au plan... Bon, j'aime pas le mot parce que ça fait un peu simpliste, mais synthèse culturelle, enfin l'héritage chinois, l'héritage indien et hindou, musulman bien sûr, bouddhiste, chrétien par l'héritage colonial, et donc l'héritage colonial britannique, néerlandais, anglais essentiellement, puis un petit peu portugais avec Timor. Tout ça, comment dirais-je, a consolidé mon intérêt et n'a pas figé, j'allais dire, ça n'a pas figé, mais me l'a motivé. Je me suis dit, bon, voilà, c'est ici, l'Afrique, c'est fini. J'avais encore la nostalgie de l'Afrique, je l'ai toujours eu. Mais voilà, j'ai trop investi, pas tellement en temps, mais en émotion dans le Sud-Est asiatique pendant ces 3 années-là, que quand je suis rentré au Québec pour avoir un poste à l'Université Laval. Bon, évidemment, vous savez, à l'époque, les postes, les universités, je vous ai dit, quand je suis parti faire mon doctorat à Singapour, à Laval, les gens du département de géographie et de la faculté des lettres savaient qu'il y avait ce prospect, si je puis dire, qui allait faire un doctorat, que sans doute ça marcherait. Eh bien, il faut le garder à l'œil. Et donc, on m'a envoyé une offre. C'est ça que ça se passait. Contrairement à une situation un peu difficile pour les doctorants de nos jours, il faut qu'ils fassent un postdoc qui court après les emplois, les entrevues, etc. Ça n'était pas passé comme ça.
Une chose qui m'avait beaucoup aidé, c'est le relatif succès de ma thèse de maîtrise, qui avait été bien accueillie, qui a été publiée, sans que même je m'en mêle. Elle a été publiée sans que je le sache. Je suis arrivé au Québec en découvrant que ma thèse... Enfin, je l'ai découvert en route quand je suis rentré à la fin de mon séjour à Singapour. Parce que là, quand on est rentré, Hélène et moi, mon épouse, qui elle avait donc fait sa thèse de maîtrise sur le commerce des objets d'art et d'artisanat à Singapour, un très beau sujet. Moi, ma thèse, donc, ça s'était intitulé Chinese Farmers of Singapore, a Study in Social Geography. Mais ça a été publié quelques années plus tard sous le titre de Farmers of a City-State, The Chinese Smallholders of Singapore. Et puis, c'était pas une thèse à grande thèse, c'était essentiellement une thèse explicative de la façon dont une communauté d'agriculteurs de divers dialectes, chinois, mais quand même Hokkien, Teochew, parce que les régions, il y avait des régions spécialisées à l'intérieur de Singapour, s'en tirent dans un contexte où la compétition est féroce, où l'agriculture est de plus en plus remise en cause, et pour cause, si je puis dire, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a plus à Singapour, pratiquement parlant. Voilà, on est rentré, on a mis là aussi, j'avais mis 6 semaines pour m'y rendre, on a pris plus de 2 mois. Là, on a repris le chemin des écoliers. Évidemment, on est allé voir des choses assez fabuleuses. On a traversé en autobus l'Afghanistan et l'Iran. On est allé même au Laos, bon, c'est pendant la guerre, partant, Thaïlande. Bon, toi, ce sera un long sujet là, à décrire, mais ça a été très formateur là aussi, dur, parce que ce type de voyage-là, vous savez, on n'en parle pas assez, hein. On a des empoisonnements alimentaires à répétition à travers l'Inde, à travers l'Afghanistan. C'est un peu dur par moment, ce type de voyage. Et j'en ai eu d'autres, hein, ailleurs, en Indonésie, par la suite. Mais peu importe, c'est pas de ça dont on parle quand on résume nos voyages. Et donc, on a fait le chemin des écoliers jusqu'en Europe, passant par la Turquie, la Grèce, la Yougoslavie, jusqu'à donc arriver dans nos villes, retourner voir ma marraine en Autriche, Bruxelles, rentrer au Québec. Et donc, j'ai commencé mon enseignement presque tout de suite. Je suis rentré à la fin de l'été, commencé à enseigner. Et on m'a confié, ça aussi, ça a été assez déterminant, on m'a confié, dès mon arrivée, puis je ne crois pas que ça a été déterminé dans la correspondance, je ne me souviens plus en fait, un cours que j'ai partagé cette année-là avec Henri Dorion, qui était un cours d'introduction, ça s'appelle Introduction à la géographie régionale du monde, mais qui est devenu pour moi une responsabilité permanente, si je puis dire, dans la mesure où pendant mes 32 années d'enseignement à l'Université Laval, j'ai enseigné, entre autres, un cours qui s'appelait éventuellement Le monde à la carte, que j'ai fait pour la télé, et j'y reviendrai peut-être plus tard, et qui a donc été un objet de travail pour moi et de formation. Parce que, vous savez, enseigner, c'est formateur. J'ai déjà dit, écrit quelque part, enseigner pour apprendre. Un titre de chapitre d'un petit livre que j'ai fait. Enseigner pour apprendre. Quand on enseigne, bien sûr, il faut apprendre, mais on apprend nécessairement en enseignant. On apprend comment communiquer, on apprend comment dire les choses plus clairement, on apprend comment dire les choses, espérons-le, de façon convaincante, ouvrant sur des questions, bien sûr, pas déterminantes, convaincantes et ouvrant vers des questions. Et ça, l'Ouganda m'avait bien sûr appris à faire ça. Mais ce premier cours que j'ai donné, en amphi en plus, j'avais 175 étudiants le premier cours que je donne en arrivant. Ouah! J'avais jamais eu ça. En Ouganda, je vous disais tout à l'heure, dans une autre rencontre, que c'était 20 ou 40 étudiants maximum, 20 à 40 selon les... Et ça m'a été salutaire. Et ça a aussi confirmé pour moi le pouvoir d'explication de la géographie. Parce que non seulement y avait-il des géographes qui suivaient ce cours-là, parce que de plus en plus, au fil des années, à une époque où j'avais à peu près 200 étudiants dans mon amphi à chaque automne, je le donnais seul, plus ou moins la moitié des étudiants n'étaient pas des étudiants inscrits en géographie, mais des étudiants inscrits dans d'autres disciplines, des sciences sociales ou des sciences humaines, ou beaucoup de gens en journalisme, des gens en Sciences Po notamment et tout, des gens dans l'enseignement aussi, didactique ou pédagogique. Bon. Et il fallait que j'explique
la géographie de l'Europe, pas de façon banale, autour de thèmes, autour d'idées, autour de répétitions, autour de démonstrations, comme par exemple le rôle structurant dans la géographie de la planète des grands fleuves. Bon, c'est un peu banal là, comme sujet, mais quand on y pense, c'est vaste comme sujet. Quel est le rôle structurant du Danube, du Mississippi, du fleuve Congo, du Zambèze, du Mékong, du Yangtze, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, à l'échelle économique, à l'échelle culturelle. Vous savez, le Rhin, bon, c'est pas juste les Allemands qui en font un dieu, c'est un rôle fondamental dans l'histoire de l'Europe puis dans son économie. Bon, ça, c'est un des exemples comment dirais-je, des messages ou des idées que j'essayais de transmettre dans un cours comme celui-là. Même chose pour les villes. Chaque cours, je choisissais une ville, je changeais d'ailleurs d'une année à l'autre, dont je me servais pour élargir. Vous savez, cette idée de jouer sur les échelles que j'ai évoquée dans une autre rencontre, quand je disais que la première fois que j'ai pris l'avion pour passer par-dessus les Rocheuses, entre autres, bien là, je me suis dit, bon, sans les échelles, ça compte. Il y a des choses qu'on peut voir au microscope et au télescope qu'on ne voit pas autrement. Ben, c'est le principe des échelles de géographie, ça. Ça fait faire des bonds dans la science, que la distance qu'on peut accroître ou réduire dans l'observation d'un processus, d'un phénomène. Bon. Ça, l'enseignement, dès le début, je l'ai appliqué de façon systématique. Et je l'ai retenu aussi pour la recherche. C'est-à-dire qu'on fait tous des recherches pointues, on fait tous des recherches sur des objets limités dans le temps et dans l'espace, ou dans la société, appelez ça comme vous voulez. Mais on ne va pas très loin si on ne les remet pas, je dirais, dans le cosmos, ou enfin à une autre échelle. Donc, ce début de l'enseignement, ça a été pour moi d'abord l'introduction à la carte du monde. Ça a été aussi, bien sûr, j'ai été amené, c'était normal, c'était prévu à enseigner sur l'Asie. J'ai d'abord enseigné, les premières années, je faisais un cours sur l'Asie. Alors, je disais ça en Asie de l'Est, Asie du Sud, Asie du Sud-Est. Mais j'ai rapidement convaincu mes pairs que, bon, c'était trop large, je préférais me concentrer sur l'Asie du Sud-Est. Et j'ai donc surtout enseigné, après ça, un cours de géographie de l'Asie du Sud-Est. Ça, c'est resté à travers toutes les années. Mais j'ai partagé beaucoup de cours. À un moment donné, j'étais impliqué dans 7 cours. Géographie rurale, géographie tropicale, problèmes des pays en développement, géographie culturelle. Souvent en partage. Ça aussi, ça a été un apprentissage important pour moi. Une expérience que j'ai toujours aimée, même si ça a des contraintes, c'est de partager des cours avec des collègues. On en a chacun la moitié, ou on se relaie, ou quelquefois on le donne ensemble, ça c'est plus difficile, ensemble physiquement, dans l'amphi. Et ça, je l'ai fait avec plusieurs très bons collègues, notamment Paul Villeneuve, avec lequel aussi j'ai fait des recherches. Et cette expérience-là de partager des cours, de donner des cours à toutes les échelles aussi, des petits groupes, des séminaires, j'en ai donné dès le début, dès les premières années, j'avais des séminaires de niveau gradué, comme on dit au Québec. Et donc, ce cours en amphi-là, ça c'est quelque chose qui a été un autre apprentissage au pas de charge, dès le début, dès mon première année d'enseignement universitaire.